Bon, on est à une période où ramasser un petit mouchoir qui est par terre, ça va pas changer grand chose à l'état de la Terre. Et aujourd'hui, histoire de se mettre dans un bon mood, on va regarder les pires scénarios qu'on peut avoir. On parle donc des 8 apocalypses à venir. Donc je vais baser toute cette vidéo sur un article qui a été écrit par David Wallace Wells, et il a mené une enquête très approfondie, il a vu beaucoup de scientifiques, il a cherché beaucoup d'informations par rapport à ce qui pourrait arriver de pire à la Terre avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il explique également que la plupart des prédictions qui ont été faites il y a plusieurs années ne prenaient pas en compte le fait que la glace fondait à vue d'œil. Mais aussi, on ne prenait pas en compte le fait que cette glace fondue reflétait encore plus les rayons du soleil, ce qui accélère le réchauffement climatique par un effet qu'on appelle l'effet albédo. Mais aussi que l'augmentation des masses nuageuses y participe fortement. Et c'est quand on se dit, ça sent pas très bon, hein, qu'il nous fait remarquer que peu importe à quel point on croit être bien renseigné, on ne s'inquiète sûrement pas assez. D'ailleurs, on va commencer bien. Vous connaissez le permafrost? Non, c'est juste des étendues de glace en Alaska et en Sibérie qui contiennent juste 1800 tonnes de carbone et qui sont en train de fondre. Un exemple? Ça ferait juste un petit bordel 86 fois plus gros que ce qu'on pourrait actuellement polluer en 20 ans. Ou alors, à l'échelle du passé, ça ferait 34 fois plus que ce qu'on a pollué il y a 100 ans. Ouais, c'est pas mal, ouais. Puis ça, c'est que l'introduction de la vidéo, mon cher ami. Et maintenant, on passe aux 8 apocalypses à venir. La plupart des gens parlent de Miami ou du Bangladesh comme s'ils avaient encore une chance de survivre, mais la plupart des scientifiques avec lesquels j'ai échangé assurent que nous perdrons ces régions dans le courant du siècle, même si on arrête de brûler des combustibles fossiles dans les 10 ans à venir. La fonte des glaces entraînant la montée des eaux est donc la première calamité proposée. Disons que la dernière fois que la Terre a pris 4 degrés, les océans sont montés de plusieurs dizaines de mètres. Et disons que dans le pire des scénarios, on pourrait prendre entre 8 et 10 degrés d'ici la fin du siècle. Mais par chance, les estimations nous disent que la montée des eaux n'excéderait pas 3 mètres. Donc ça va. Puis bon, il y a à peu près 60 millions de personnes qui vivent en dessous de ce niveau d'eau. Ça représente juste un tiers des grandes villes du monde. Ça ferait aussi qu'on pourrait aller se baigner l'été à Poitiers et que Tulle deviendrait une vachement grosse ville en France. C'est absolument faux, j'ai fait aucun calcul. Vous savez combien de personnes a tué la canicule de 2003 en Europe? On table ça à près de 2000 personnes par jour. Mais plus concrètement 20 000 en France et 50 000 dans le reste de l'Europe. Ouais, c'est quand même assez beaucoup. Et il faut se dire que la température maximum, c'était 47,8 degrés au Portugal et 44,1 en France. Et vous vous rappelez, juste avant ça, j'ai parlé de prendre 8 degrés dans la gueule. Mais rien que le fait de prendre 4 degrés, ça rendrait les résultats de cette canicule une norme en Europe. C'est-à-dire que la chaleur, et les gens touchés par cette chaleur, ce serait un truc qu'on verrait tous les jours. Et c'est là que tu oublies un petit peu le moment où tu dis « Oh, moi j'aime pas trop l'été, je préfère l'hiver avec un petit plaid, hein ?» Non, ça t'oublie totalement. Parce que non seulement tu seras H24 en été, et en plus tu vivras comme si t'avais tout le temps ton plaid sur toi, même à 40 degrés dehors. Théoriquement, les personnes vivant dans les pays tropicaux ou se rapprochant de l'équateur, dans des pays très humides, toutes ces personnes, elles seraient mortes en fait. Tout simplement parce que, à cause de la chaleur, leurs corps auront cuit de l'intérieur. T'aimes bien bouffer des céréales? Parce qu'il va falloir oublier, hein. Ah bah oui, parce qu'en fait, chaque degré qu'on prend, c'est entre 10 et 17% de rendement optimal que perdent les cultures de céréales. Donc tu vas nous faire le plaisir de prendre ton lait avec un morceau de sucre et c'est tout. Alors oui, moins de gens sur Terre égale plus de céréales pour toi théoriquement. Sauf que s'il y a plus de céréales à produire, ton paquet il sera vraiment tout petit pour 17 €. Sans oublier l'unanimité qui nous dit également qu'il y aurait des sécheresses incroyables qui se feraient subir partout où on plante, partout où on cultive de la nourriture aujourd'hui. Et pas fou, le journaliste, il a réfléchi au fait que tu pourrais lui dire « Ah bah oui, mais on pourrait faire pousser au Groenland ou au Canada les trucs alors du coup s'il fait si chaud ?» Et ça aurait pu être presque intelligent mon coco si les terres de ces pays étaient fertiles. Mais il nous rappelle surtout, ce journaliste, que aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où je parle, où toi tu regardes cette vidéo et tu respires, il y a à peu près 800 millions de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde. Et donc on n'a absolument pas le luxe d'avoir une marge de manœuvre élevée, même pas du tout en fait. Et c'est ce qui rend cette troisième calamité quand même la plus proche de la réalité, parce que rien qu'en 2016 donc, il y avait 815 millions de personnes qui souffraient de malnutrition, et ça représente quand même 11% de la population mondiale, soit 13 fois la population de la France. Et vous savez ce qui se cache sous la glace depuis des milliers d'années? Ouais, le permafrost, j'en ai parlé, c'est bien, t'as écouté le début de la vidéo. Mais pas que, on parle aussi de maladies et de bactéries qui pourraient nous tuer. Rien qu'en Alaska, il y a des chercheurs qui ont trouvé des traces de la grippe espagnole de 1918. Vous savez ce petit truc insignifiant qui a tué entre 50 millions et 100 millions de personnes à l'époque. Et il faut se dire que, justement, on était juste 1,8 milliard sur Terre
donc ça représente près de 5%. D'ailleurs, histoire d'ajouter un petit peu de goût à la soupe, il y a certains scientifiques qui soupçonnaient des traces de la peste bubonique et de la variole de se cacher sous les glaces de Sibérie en 2016. Mais là on parle pas de maladies qui ont été créées par le réchauffement climatique, mais bien de maladies qui étaient à la base éteintes et pour lesquelles nos systèmes immunitaires ne sont pas du tout préparés. Mais bien heureusement pour nous, elles n'ont pas beaucoup de chances de survivre au dégel. Mais le problème c'est que le risque zéro n'existe pas. Mais en passant au-dessus du domaine de la glace, avec les changements climatiques actuels, il y a des maladies qui sont vouées à muter, à changer et surtout à s'exporter d'autres pays vers les nôtres. Et justement, monsieur Wallace Wells nous dit que si on vit en France ou dans le Maine et qu'on craint pas trop la dengue ou la malaria, avec justement ces changements climatiques et ces maladies qui vont subir les migrations des moustiques tropicaux, il faudrait peut-être qu'on s'inquiète un petit peu plus. Vous avez déjà fait un Angoulême-Paris et vous avez craché vos poumons juste en arrivant dans la ville? Bah dites-vous que ça c'est bientôt normal, juste en prenant en compte la 5e calamité. Le CO2 ça réchauffe l'atmosphère et ça a un impact directement sur sa composition, ce qui a un impact important sur notre santé quand même. Seulement, plus de chaleur égale plus de feux de forêt. Donc plus de chaleur, donc plus de particules de CO2, sans compter la perpétuelle utilisation des énergies fossiles qui continue d'en accroître le taux. Et le problème c'est qu'on compte beaucoup sur le vent pour dégager toutes ces merdes qu'on produit et pouvoir respirer. Mais en 2013 en Chine il y a eu le smog. Non, pas ce smog, le smog. Ouais, pour une fois le vent n'a pas tourné et toute la pollution est restée sur le territoire. On a eu droit à un nuage de pollution et de fumée qui a été visible depuis l'espace et qui a tué près de 4000 personnes par jour. Avec sa constitution, ce nuage y dépassait toutes les statistiques de dangerosité pour la santé. Et aujourd'hui, si le vent s'arrêtait de tourner d'un seul coup, on aurait ce même smog dans presque toutes les villes du monde et saturer le tiers de la population. Et là on parle que des statistiques pour aujourd'hui. Je parle des ppm et tout ça. Sachez qu'en plus de tout ça, au-delà de 1000 ppm de CO2 dans l'air d'ici 2100, les capacités cognitives des humains pourraient baisser de 21%. Les ppm c'est en gros la teneur en CO2 qui se mesure en pourcentage de volume d'air ou en partie par million, et 1000 ppm c'est égal à 0,1% de gaz carbonique dans l'air. A savoir qu'actuellement, en ville on est à 700 ppm et en campagne entre 330 et 400. Et on en vient donc à deux des dernières apocalypses, et pas les moindres parce qu'elles concernent directement la société. C'est quoi dire, mais quand la chaleur montera, ce sera trop dur de vivre dans certains endroits. Et donc la solution numéro 1, c'est d'en bouger. Tu vois déjà où on veut en venir là? D'après une vaste étude de Marshall Burke et de Solomon Siang, il existe un lien entre violence et climat. Et leurs chiffres parlent même d'augmenter la probabilité de conflits armés de 10 à 20% par demi-degré supplémentaire. Car question de logique, plus il fera chaud et plus l'air sera invivable ou plus la pollution aura détruit de récoltes ou territoires. Et donc bien plus de migrations auront lieu et par vagues. Et je pense qu'il est, à ce stade où en est notre monde, inutile de développer plus l'idée et le déroulement du scénario de notre 6e apocalypse. Et toujours sur les travaux de Solomon Siang, on apprend que chaque degré en plus pourrait coûter 1,2 points de PIB. Concrètement, les chercheurs ont évalué que si leur calcul était juste, à la fin du siècle, chaque personne perdrait 23% de ses revenus. Et là, je peux te dire, mon gars, que les gilets jaunes... Tout ça à cause de conséquences dont on a déjà parlé en ce qui concerne l'agriculture, la mortalité, les violences, l'énergie, et en exploitant encore plus ce scénario catastrophe, notre journaliste il a trouvé des trucs intéressants, comme le fait que si on suit le scénario emprunté actuellement par l'humanité, il y a 12% de chances que le réchauffement climatique réduise la productivité générale dans le monde de 50% d'ici 2100. Tout ça en nous disant la phrase suivante: avant les énergies fossiles, personne ne vivait jamais mieux que ses parents. Peut-être que la fin des fossiles signifie le retour à un état de stabilité. Et on arrive enfin à la dernière des calamités, une qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, qui est de plus en plus alarmante, c'est l'empoisonnement des océans. Il y a un truc qui est cool entre de très gros guillemets avec l'océan, c'est que ces océans absorbent plus du tiers du carbone. Yes! Mais non en fait, pas yes du tout. Parce que c'est cool pour se donner bonne conscience, mais ça entraîne l'acidification des océans. Donc le blanchiment et la mort de certains coraux, qui supportent simplement le quart de la vie marine, qui nourrit à peu près un demi-milliard de personnes dans le monde. C'est rien, c'est rien. Et en parlant de corail, vous connaissez une des 7e merveilles du monde? Rowan Jacobsen, un écrivain environnementaliste, nous a affirmé en octobre 2016 qu'elle était morte. Et comme c'est le but de sa profession, tout ça a fait couler beaucoup d'encre. Car perdre un monument naturel et visible depuis l'espace qui vivait depuis 25 millions d'années, c'est pas rien. Seulement, monsieur a omis un détail. Elle est morte, oui, mais seulement en partie. Dire qu'elle est morte incite simplement à baisser les bras et à abandonner le combat autour d'elle. Mais non, elle subsiste encore en petite partie, donc il ne faut pas abandonner. Mais on s'écarte du sujet et revenons à l'apocalypse. Il y a un cercle vicieux qui se développe de plus en plus comme un cancer dans les océans, les zones mortes. Ce sont des eaux sous-oxygénées qui entraînent un grand développement des bactéries, ce qui diminue encore plus les taux d'oxygène disponibles dans ces zones. Toute vie y passant se voit mourir.
étouffées. Et ces zones mortes, à la base, se trouvaient dans les profondeurs des océans. Mais maintenant, elles se rapprochent de plus en plus de la surface, dépeuplant des pans entiers de l'océan. Et on peut déjà l'observer dans certaines parties du golfe du Mexique, ou même au large de la Namibie. Et pourtant, malgré tout ça, on a une conclusion quand même sous le signe de l'espoir. Nous avons trouvé une voie pour créer une apocalypse technologique. Nous trouverons une voie pour trouver notre salut technologique. Le discours des 8 apocalypses de David Wallace Wells laisse pourtant très peu d'espoir à avoir. Mais après avoir parlé avec tous ces scientifiques et exploré tous les scénarios qui pourraient nous mener à notre extinction et celle de la planète, tous restent optimistes. Et pour moi, c'était très important de parler de tout ça parce que je fais partie des personnes qui ont une boule au ventre par rapport à l'avenir. Je suis très certainement ce genre de pote casse-couille qui te prend tout le temps la tête à te dire qu'il est effaré par le fait qu'on pisse dans de l'eau potable, qui crache sur les gens, qui jette des trucs par terre et qui préfère solutionner le réchauffement climatique plutôt que de baisser les taxes pour l'essence, quitte à marcher pour aller travailler. Je fais sûrement partie de ces gens parce que mes arrière-grands-parents m'ont mis des torgnoles parce que eux, ils marchaient 15 bornes pour aller à l'école et moi je me plains quand je fais 500 mètres pour aller au kebab du coin. En fait, j'ai peur parce que je veux pas regarder le monde dépérir au chaud chez moi. Je veux agir parce que je sais que si on est capable de s'unir contre l'État pour des taxes, on pourrait le faire dans le monde entier pour sauver notre maison mère. Et j'ai fait cette vidéo parce que je pense qu'il est nécessaire de savoir ce qu'il y a de pire qui puisse nous arriver pour agir pour le meilleur. Donc je vous invite à réfléchir à tout ça, même à en parler en commentaire, à m'envoyer des mails, des messages, et je vous dis à la prochaine.